Imaginons la scène. On va chez le médecin parce qu'on a des migraines terribles. Ah ouais, le genre de douleur lancinante qui prend toute la place. Exactement. Le truc qui empêche de réfléchir au quotidien. Et là, on s'attend à passer une IRM, à recevoir un traitement neurologique lourd, enfin bref, à entrer dans un parcours médical super complexe. Mhm. On veut du lourd, quoi. Voilà. Et là, le médecin observe juste notre façon de nous asseoir, pendant quoi, 2 minutes, et il déclare que le problème, c'est pas notre tête, c'est notre chaise. Ah, la fameuse posture catastrophique devant l'écran. C'est ça, 8 heures par jour. Et en fait, c'est presque décevant de simplicité, tu vois. On voulait un grand diagnostic grave et on se retrouve avec un banal problème de mobilier. Voilà, on se sent presque floué. Totalement. Eh bien, dans le monde du travail, dans la gestion de projet, il se passe très exactement la même chose. Sauf qu'au lieu de changer de chaise, les organisations préfèrent acheter des antidouleurs par palette entière. Cette analogie, elle illustre vraiment parfaitement le cœur de notre exploration aujourd'hui. On passe un temps infini à traiter une douleur locale sans jamais interroger la posture globale qui la provoque. Hmm. Et c'est cette illusion universelle qu'on va décortiquer, cette croyance tenace et pour le coup souvent ruineuse que le problème visible, celui qui fait le plus de bruit, c'est le vrai problème. Alors que pas du tout. Pas du tout. Et c'est là qu'intervient une posture spécifique, une méthode d'intervention qu'on appelle Jockey Impact dans nos sources du jour. Jockey Impact. Ouais. L'idée, c'est pas d'optimiser la distribution de ces fameuses antidouleurs, mais de l'arrêter net, pour enfin identifier le vrai levier d'action, la vraie cause racine, quoi. Et ces antidouleurs, ces symptômes bruyants, on les croise partout, dans absolument toutes les structures. Oh que oui. C'est les plaintes classiques qui saturent les réunions de direction. Genre, on a un problème de recrutement, on trouve pas de talent. Ou alors les équipes communiquent mal. C'est ça. Ou le grand classique, on manque de temps, on manque de bras. C'est des problèmes qui crient, qui épuisent tout le monde. Hum. Et ce sont surtout des problèmes que je qualifierais de photogéniques. Photogénique, ouais, le mot est super bien choisi. Bah oui, parce qu'ils passent très bien sur une diapositive PowerPoint trimestrielle. C'est exactement ça, la clé de voûte de cette mécanique. Un problème apparent, c'est toujours photogénique. Il a des contours nets, on peut le mesurer facilement et surtout, il désigne une cible simple. Genre un coupable tout trouvé. Exactement. Une fatalité extérieure, comme le marché de l'emploi qui est tendu, ou un bouc émissaire interne, genre les salariés qui manquent de motivation. Alors que la réalité de l'ingénierie des systèmes humains, elle est beaucoup plus sombre en fait. Complètement. Le vrai problème, lui, il est discret. Il fait pas de vagues dans les comités de direction. Hmm. Il se diffuse silencieusement dans les zones grises, dans, tu sais, l'empilement des process de validation, dans des fiches de poste qui se chevauchent. Et c'est là que le piège se referme. Le piège intellectuel et financier. Voilà. Parce qu'un faux problème, aussi photogénique soit-il, il appelle irrémédiablement une fausse solution. Et c'est là qu'on arrive à ce concept génial abordé dans le texte, le sabotage élégant. Ah, le sabotage élégant, c'est terrifiant d'efficacité. C'est fou, cette idée qu'une entreprise peut parfaitement orchestrer sa propre paralysie tout en ayant l'impression de faire un boulot incroyable. C'est l'art d'exécuter à la perfection une solution qui répond pas au bon problème. L'exécution est irréprochable, mais la cible est fausse. Tu peux nous donner un exemple concret? Bien sûr, prenons la plainte classique du manque de bras. Observons la mécanique en dessous. L'organisation interne est totalement floue, les responsabilités se diluent, l'information circule mal. Ok, donc le symptôme, c'est que les projets sont en retard et les gens sont fatigués. C'est ça. Et la solution photogénique, l'antidouleur, ça va être de recruter massivement. Bah oui, logique. On lance une grande campagne, on paye des chasseurs de tête hors de prix, on fait un parcours d'intégration magnifique, c'est du très beau travail, mais sur le fond, on vient juste d'injecter des nouvelles personnes dans un système qui était déjà défaillant. Donc on a mathématiquement accéléré le chaos en fait. Exactement. On a multiplié les interactions dans une structure qui savait déjà pas gérer celle qu'elle avait. C'est comme changer de manager en espérant un miracle, alors que la gouvernance au-dessus est tellement confuse qu'elle va broyer n'importe qui. N'importe quel profil, aussi talentueux soit-il. L'image qui me marque le plus là-dedans, c'est cette métaphore de la fuite d'eau. Tu sais, la canalisation qui explose, et les gens s'agitent frénétiquement en épongeant le sol avec des serviettes de luxe. Serviettes toujours plus épaisses, on crée des groupes de travail pour optimiser le roulement des essoreurs, on met des KPI sur la quantité d'eau épongée. Et personne. Absolument personne ne prend 5 minutes pour descendre à la cave et couper la vanne d'arrivée d'eau. C'est glaçant, mais c'est le quotidien de tellement d'organisations.
Mais du coup, j'ai une question structurelle. Si couper la vanne, c'est si logique, pourquoi est-ce que les entreprises lâchent des millions d'euros pour acheter des serviettes éponges? Euh, L'explication, elle n'est pas que psychologique. Elle est systémique. Traiter le faux problème, c'est rassurant, mais surtout, c'est récompensé. Récompenser les... Comment ça? Agir sur le problème photogénique, ça permet de justifier des budgets. Ça montre de l'activité au conseil d'administration. Acheter un logiciel ou lancer un plan de recrutement, ça prouve qu'on prend les choses en main. Ah, d'accord. L'agitation devient une preuve de compétence. Exactement. Couper la vanne d'eau, techniquement, c'est plié en 5 minutes. Ça justifie pas un budget de transformation de 2 millions d'euros, ça permet pas à un directeur d'augmenter ses effectifs. C'est fou. L'agitation, c'est vraiment une monnaie d'échange. Une monnaie très forte, ouais. On crée des processus infinis pour gérer les effets secondaires d'un problème qu'on refuse de regarder en face. Parce que ce vrai diagnostic, il remettrait en cause l'architecture même du pouvoir dans l'entreprise. Et c'est ça qu'on entend derrière la fameuse phrase des équipes épuisées, on a tout essayé. Ouais, le fameux «on a tout essayé». Ils sont sincères en plus. Ils ont vraiment la certitude d'avoir retourné le problème. Mais en fait, ils ont juste agi de manière frénétique autour d'un diagnostic qui était faux dès le départ. Beaucoup agir, produire du volume, c'est pas agir avec lucidité. Et c'est là la frontière exacte entre la gestion de symptômes et la lecture de système. Et pour trouver cette vanne d'eau, du coup, il faut lire le vrai système. C'est ça. Et ça demande une certaine froideur analytique. Le vrai système, il n'a rien à voir avec l'organigramme officiel, tu vois, ni avec la belle culture d'entreprise qu'on vend sur LinkedIn. C'est sûr. Le système réel, il se lit dans les marges. Qui prend vraiment les décisions quand les procédures plantent? Qui porte la charge invisible sans que ce soit sur son contrat? Quels sont les mensonges par omission qu'on tolère dans les reportings pour que tout reste au vert? Exactement. C'est cette géographie souterraine qu'il faut cartographier. Mais le problème, quand on essaie de faire ça, c'est qu'on se heurte direct au vocabulaire de l'entreprise. Ah oui, la fameuse novlangue. C'est un vrai bouclier en titane, ce truc. Dans le texte, c'est décortiqué avec une précision chirurgicale. Par exemple, quand une direction parle de la complexité d'un projet pour justifier un retard énorme, on creuse un peu et on réalise que le sujet n'est pas tout complexe techniquement. C'est juste que les objectifs de départ étaient flous et contradictoires. On appelle complexité ce qui n'est que du flou. C'est tellement classique. Ou alors on pointe un problème humain, le manque d'implication des collaborateurs. Et ça masque presque systématiquement un cadre de travail qui est devenu tellement usant qu'il en devient usant. Le vocabulaire protège l'institution. C'est sa fonction première. Mais comment on fait alors pour percer ce bouclier et arrêter de prendre ces mots pour argent comptant? Et c'est là qu'on touche au cœur de la posture Joker Impact. La règle de base, c'est il faut prendre le problème au sérieux, mais ne jamais, au grand jamais, le prendre au mot. Attends, la nuance est importante. Prendre au mot, ça veut dire quoi? Prendre le problème au mot, c'est être naïf. C'est accepter la première formulation, celle qui arrange le système. Ok. Le prendre au sérieux, c'est le défier. C'est interroger la mécanique en dessous. Si un manager te dit les départements communiquent pas entre eux et que tu t'arrêtes à un constat de mauvaise volonté, là tu l'as pris au mot. Et le prendre au sérieux, ça donne quoi? Ça donne, on analyse l'infrastructure. Est-ce que les objectifs annuels de ces deux départements sont opposés? Est-ce qu'ils ont des logiciels incompatibles? Est-ce que leurs primes les mettent en compétition? Je vois. Mais attends, je me fais l'avocat du diable une seconde. Mettons-nous à la place d'un manager opérationnel. Vas-y. Si on a une équipe qui est vraiment au bord du burn-out, littéralement sous l'eau, parce qu'il y a physiquement trop de charges de travail, Ouais. refuser d'embaucher sous prétexte que l'organisation est floue et qu'il faut d'abord analyser le système, ça frôle pas la cruauté managériale, là. L'urgence, c'est de les soulager, non? C'est une excellente objection. Et c'est exactement l'argument qu'on entend pour justifier les fausses solutions d'urgence. Mais regardons la mécanique pure. Ok, regardons. En ingénierie logicielle, il y a un truc qui s'appelle la loi de Brooks. Ça dit que rajouter des personnes à un projet en retard, ça ne fait que le retarder encore plus. Vraiment. Vraiment. Parce que chaque nouvelle personne qui arrive, elle doit être formée par ceux-là même qui sont déjà au bord du burn-out. Et en plus, tu multiplies les canaux de communication. Ah oui, la charge cognitive explose. Exactement. Si on est 5, on a 10 canaux de communication. Tu rajoutes 5 personnes pour soulager l'équipe, tu passes à 45 canaux à gérer. Ah ouais, la vache. Dans un système déjà flou, tu viens d'écraser tes équipes épuisées sous une charge managériale monstrueuse. Donc la vraie cruauté, c'est d'injecter des recrues dans une machine cassée en espérant que la chair fraîche va compenser la défaillance. Waouh! C'est super puissant, dit comme ça. Et on touche vraiment à l'inconfort fondamental, du vrai levier d'action. Le vrai levier, il dérange, parce qu'il oblige à déplacer le regard. C'est ça. On arrête de regarder vers le bas
vers le salarié qu'on accuse de pas assez s'impliquer, et on est forcé de regarder vers le haut, vers l'architecture de l'organisation. C'est très inconfortable, parce qu'il faut admettre l'existence de coûts invisibles majeurs. Et ces coûts, ils sont générés parce que l'organisation tolère au quotidien. Tu penses aux injonctions paradoxales? Typiquement, demander à un service client d'être ultra rapide, tout en exigeant une personnalisation extrême, le tout sans augmenter les moyens. Ou les urgences fabriquées de toutes pièces? Exactement, les fameuses strates de validation absurdes où un document met 3 semaines à être signé pour une tâche qui prend 2 heures à faire. Mettre la lumière là-dessus, c'est affronter le fait que l'origine de la souffrance, c'est une production interne du management. C'est pas la faute à pas de chance. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment piger l'anatomie de cette approche Joker Impact. Parce qu'au début, le nom sonne presque comme un énième concept de conseil en stratégie, tu vois. Un truc creux pour vendre des séminaires. Alors que c'est tout l'inverse, c'est de la pure mécanique structurelle. Décortiquons les deux nous alors. D'abord le Joker. Le Joker, c'est pas un agent du chaos. Dans un jeu de cartes, le Joker, c'est l'élément qui vient casser les automatismes. Il change la valeur des autres cartes. Mhm. Dans une organisation, la posture Joker, c'est oser pointer l'éléphant dans la pièce que tout le monde s'est habitué à contourner. C'est l'observation candide, mais implacable, qui fracture le récit officiel trop lisse. Le Joker refuse de valider un postulat de base s'il est faux. Et le terme impact, du coup, il vient ancrer cette perturbation dans le réel. Voilà. L'impact, ça se mesure pas au niveau d'inspiration générée pendant un brainstorming. C'est la suppression d'une friction matérielle. Donc ça s'oppose à la simple intention. Exactement. Une analyse de système, même brillante sociologiquement, elle n'a aucun impact si elle ne se traduit pas par un déblocage concret sur le terrain. L'impact, c'est rendre la situation tenable. J'aime beaucoup la métaphore architecturale pour expliquer cette exécution. Ah oui, vas-y. Intervenir avec ce type d'impact, c'est comme se retrouver dans un immense labyrinthe de bureaux cloisonnés en plâtre où tout le monde étouffe. La réaction classique, l'agitation, ce serait de faire venir des bulldozers, de tout démolir dans un fracas épouvantable pour réorganiser l'espace. La fameuse grosse restructuration qui terrorise tout le monde. C'est ça. Alors que la posture Joker, elle met les engins sur pause. Elle déplie les plans originaux, elle étudie la répartition des masses. Et elle identifie l'unique mur porteur qui pose problème. Voilà. Pas besoin de tout casser. Il suffit de supprimer une seule cloison clé, de redéfinir un seul axe, pour que la pression retombe et que l'espace se libère naturellement. C'est une super transition vers l'outil principal de cette méthode en fait. Le recadrage, la recherche de ce fameux mur porteur. Recadrer donc. Ouais, mais recadrer, c'est pas jouer sur les mots pour avoir raison. C'est restituer la géographie exacte des forces en présence. On peut prendre un cas d'étude concret pour illustrer ça si tu veux. Carrément. Décortiquons la mécanique de bout en bout. Ok. Imaginons une grande entreprise industrielle. Le symptôme visible, c'est que le département commercial et le département production sont en guerre ouverte. Classique. Les commandes sont en retard, les commerciaux hurlent que la prod est incompétente, la prod hurle que les commerciaux vendent des trucs impossibles à fabriquer. Et la solution photogénique, l'antidouleur, c'est de dire qu'on a un problème de communication interpersonnelle. Exactement. Donc l'entreprise va lâcher des budgets dans des séminaires de cohésion, payer des consultants en empathie, mettre un nouvel outil de messagerie interne. Le sabotage élégant par excellence. On éponge avec les serviettes de luxe. C'est ça. Parce qu'on a pris le problème au mot, la communication, au lieu de le prendre au sérieux. Donc, la posture Joker Impact entre en scène. Elle fait quoi? Elle commence par lier le système réel. On arrête d'écouter les disputes, on regarde les règles du jeu. Et là, on découvre le mur porteur caché, la structure de rémunération variable. Ah, l'argent. Et oui, le CA a décidé que les commerciaux toucheraient leurs primes uniquement sur le sur-mesure, parce que la marge théorique y est plus haute. Ok. Et côté production? La direction industrielle leur a imposé des objectifs drastiques de standardisation et de rapidité pour réduire les coûts. Mais c'est faux. L'architecture même de la boîte organise le conflit. On demande aux uns de vendre de l'exceptionnel et aux autres de faire du standard. La vanne d'eau grande ouverte, tu vois. Les équipes manquent pas d'empathie, elles sont juste parfaitement rationnelles face à des injonctions contradictoires du système. Donc le recadrage, c'est de poser ça sur la table du codir. Voilà. Le levier d'action, l'impact, ça ne sera pas une énième réunion de médiation. C'est d'aligner les indicateurs de performance. On supprime la prime sur le sur-mesure, on crée un bonus commun sur le délai de livraison global. Et du jour au lendemain, miracle. Sans aucune formation en communication, les deux départements collaborent.
Parce que le système récompense enfin la coopération au lieu d'organiser la guerre. C'est l'effet papillon de la justesse, en fait. Quand on opère cette bascule, c'est toute la physiologie de l'entreprise qui s'apaise. C'est magnifique quand ça arrive. Et on comprend que cette prétendue lenteur, c'était pas de la paresse, mais une saturation des process. Que le blocage d'un manager, c'était juste un mécanisme de protection vitale face à un écosystème toxique. Et que le manque d'implication, c'est juste la conséquence mathématique d'une perte totale de sens. C'est là qu'on atteint vraiment la quintessence de l'approche. Dans notre monde pro qui est saturé de bruit, on a fini par croire que le salut, c'était le volume. Produire plus, agir plus, faire plus de réunions. Alors que l'analyse montre que le luxe absolu aujourd'hui pour une organe, c'est pas le volume. Non, c'est la justesse. La justesse, c'est un concept qui apporte un soulagement intellectuel immense. Ça fait baisser la pression, ouais. Chercher la justesse, c'est pas flatter l'ego des dirigeants avec des théories complexes. C'est juste l'acte de rendre la structure vivable pour les êtres humains qui sont dedans. Exactement. Derrière chaque désordre apparent, il y a une logique souterraine. Elle est peut-être défectueuse et ruineuse, mais elle est implacable. Dès qu'on la lit, on arrête de la subir. On arrête de se battre contre des fantômes ou contre ses propres collègues. Le voyage mental qu'on vient de faire, il est quand même assez vertigineux quand on rassemble les pièces. On est parti de très loin. Ouais, on est parti de la vitrine, là où tout le monde s'agite avec ses serviettes éponges autour de la fuite d'eau, en s'accusant de ne pas éponger assez vite. C'est ça. On a traversé les apparences, on a décodé le langage de protection de l'entreprise pour descendre dans les fondations, là où la mécanique pure dicte tous les comportements. C'est une grille de lecture radicale pour notre auditoire. Radicalement efficace. La prochaine fois qu'un problème semblera évident, tellement massif qu'il justifiera un achat de logiciels urgent, il faudra s'en méfier. Le vrai sujet est très probablement caché juste derrière. Ou en dessous. Dans l'espace vide entre deux injonctions qu'on n'a pas pris le temps de mettre face à face. Et ça nous amène à une réflexion finale, un prolongement logique. Si le problème visible n'est jamais le problème réel, Et si nos réactions immédiates ne font que traiter des symptômes en gaspillant une énergie folle? et si la chose dont une entreprise est la plus fière, c'était en réalité la preuve absolue de sa faillite structurelle. Oh, l'ironie suprême! On connaît tous ces boîtes qui se vantent de leur fameuse capacité à éteindre des incendies, tu sais, cette culture de l'urgence gérée avec un héroïsme permanent. Ouais, on adore les pompiers de service. Mais si cette fierté n'était qu'un miroir aux alouettes, si ces héros du quotidien ne faisaient que compenser, par leur épuisement, une architecture brisée que personne tout en haut n'a le courage de regarder en face. Récompenser des pompiers en permanence, en fait, c'est admettre qu'on a construit un bâtiment hautement inflammable sans aucune norme de sécurité. Voilà, c'est la question qui renverse tout. Une réflexion vertigineuse à garder en tête pour la prochaine réunion de crise. Et d'ici là, une règle d'or. Si on distribue des antidouleurs à longueur de journée, C'est qu'il est grand temps de se lever et d'examiner la chaise.